VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 3 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Mohamedou Oumfa. Nous commençons par les titres. Le président Joe Biden annule les avantages commerciaux accordés au Mali, à la Guinée et à l'Éthiopie dans le cadre de l'AGOA. En Éthiopie, le gouvernement déclare l'état d'urgence face à l'avancée des rebelles tigréens. En République centrafricaine, 10 casques bleus égyptiens ont été blessés par des tirs de la garde présidentielle. Et réduire les émissions de méthane d'au moins 30% d'ici à 2030. Un premier pas bienvenu à la conférence sur le climat. Élection hier aux États-Unis, l'Africain-Américain Eric Adams, ex-policier, remporte la mairie de New York, devenant ainsi le second maire noir de l'histoire de cette ville. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden annule les avantages commerciaux accordés au Mali, à la Guinée et à l'Éthiopie dans le cadre de l'AGOA. Washington évoque des violations des droits humains ou des changements anticonstitutionnels dans ces pays. Abdourahmane Dia nous en dit plus. Dans une note au Congrès, le président américain retire l'Éthiopie, la Guinée et le Mali de la liste AGOA qui exempte de droits de douane les exportations de ces pays bénéficiaires vers les États-Unis. Notre administration est profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel de gouvernement en Guinée et au Mali et par les violations flagrantes des droits humains perpétrées par le gouvernement éthiopien et d'autres factions dans le nord de l'Éthiopie, a indiqué la représentante américaine au commerce Catherine Tai dans un communiqué. Les États-Unis exhortent ces gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux critères statutaires afin que nous puissions reprendre nos précieux partenariats commerciaux, a-t-elle ajouté. En réaction, l'Éthiopie se dit extrêmement déçue de la décision américaine. L'AGOA, la loi sur la croissance et les exportations en Afrique, a été lancée en 2000 sous la présidence de Bill Clinton. L'Éthiopie a déclaré hier l'état d'urgence après que les combattants de la région du Tigré dans le nord ont revendiqué des avancées territoriales et menacé de marcher sur la capitale Addis Abeba. Le point avec Jean-Roger Bion. Cette décision survient 2 jours après que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé la population à prendre les armes pour se défendre face aux forces du Front populaire de libération du Tigré. C'est la première fois depuis 2018 que l'Éthiopie déclare l'état d'urgence. Getachew Reda, porte-parole du TPLF, a évoqué l'hypothèse de la mise en place d'un gouvernement provisoire si les forces du Tigré et leurs alliés parviennent à faire chuter l'actuel gouvernement. L'émissaire spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a déclaré mardi que Washington s'inquiétait de la dégradation de la situation humanitaire dans le nord de l'Éthiopie, appelant les parties prenantes au conflit à œuvrer à la désescalade et à laisser entrer l'aide humanitaire. Le gouvernement éthiopien, pour sa part, nie empêcher la livraison d'aide alimentaire. En République centrafricaine, 10 casques bleus égyptiens non armés de la MINUSCA ont été blessés lundi par la garde présidentielle qui a ouvert le feu sur leur bus à Bangui, a déploré hier l'ONU qui condamne une action délibérée et inqualifiable. Les services du président Faustin Archange Touadéra ont en retour accusé les militaires égyptiens d'avoir pris des photos de la résidence du chef de l'État, ce qui est interdit, et d'avoir refusé d'arrêter leur véhicule. Une fille de 12 ans a été heurtée par le minibus et tuée dans leur fuite selon la présidence centrafricaine. Au Nigeria, le dernier bilan de l'effondrement d'un gratte-ciel en construction à Lagos, la capitale économique, faisait état de 20 morts hier, selon les services de secours, mais plus de 24 heures après le drame, de nombreux ouvriers restaient piégés sous les décombres. Le précédent bilan était de 15 morts. 2 autres bâtiments de moindre importance se sont par ailleurs effondrés hier à Lagos à la suite des fortes pluies et la de la veille sans faire de victimes, toujours selon la même agence. L'ONG Human Rights Watch a demandé hier mardi une enquête indépendante sur la répression sanglante de la protestation anti-régime qui a démarré en juin en Eswatini, l'ex-Swaziland, la dernière monarchie absolue d'Afrique. 46 personnes ont été tuées et au moins 245 autres blessées par balle, selon l'ONG qui cite un rapport récent d'un groupe local de défense des droits humains. La police du royaume a officiellement
officiellement reconnu 37 morts dans les manifestations pro-démocratie menées par des étudiants, fonctionnaires, travailleurs des transports ou soignants. Ces manifestations ont conduit les autorités à déployer l'armée. Le réchauffement climatique dû à l'homme est la cause de la famine qui frappe Madagascar. La première du genre a mis en garde mardi un responsable du programme alimentaire mondial. Le point avec Nani Talani. 30 000 personnes souffrent de la famine dans la moitié sud de Madagascar. Et plus de 1,3 million souffrent de malnutrition aiguë, a souligné Aduino Mangoni, directeur adjoint du PAM à Madagascar. Pour lui, il s'agit de la première famine provoquée par le réchauffement climatique dû aux activités humaines. Il souligne que c'est la seule famine liée au changement climatique sur Terre, celle qui, selon lui, frappe le Yémen, le Soudan du Sud et la région éthiopienne du Tigre, étant toutes provoquées par des conflits. La prochaine récolte n'aura lieu que dans 6 mois et la situation ne pourra que se détériorer d'ici là, a mis en garde le fonctionnaire onusien. Il évoque aussi la situation de quelques 500 000 enfants souffrant déjà de malnutrition. Le PAM dit avoir besoin de 69 millions de dollars sur les 6 prochains mois pour aider ces populations malgaches. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a accusé hier la Chine, le principal pollueur du monde, de rester sourde au gigantesque enjeu du dérèglement climatique par son absence à la COP26, une conférence marquée par une avancée majeure pour réduire les émissions de méthane. Une centaine de pays se sont en effet engagés à Glasgow hier à réduire les émissions de méthane d'au moins 30% d'ici à 2030 pour ralentir le réchauffement climatique. Un pas significatif selon les experts qui regrettent l'absence de gros pollueurs à cette rencontre. Michel Joseph. Une centaine de pays représentent seulement 40% des émissions mondiales de méthane, selon l'initiative baptisée Global Methane Pledge. C'est énorme, selon le patron de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, qui estime que si l'objectif est atteint, la baisse sera l'équivalent à l'ensemble des émissions du transport terrestre, maritime et aérien. Le méthane est le deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine après le dioxyde de carbone. Même s'il fait moins parler de lui, son effet est environ 29 fois plus important. Les dirigeants du monde ont raison de s'attaquer aux émissions de méthane, n'atteignant pas la réduction de 45% nécessaire pour limiter le réchauffement de la planète, a commenté Murray Worthy de l'ONG Global Witness. Une baisse de 30% est un début, mais ce n'est pas assez pour faire baisser de 1,5 degrés Celsius, a renchéri Dave Jones du centre de réflexion Amber, qui évoque les grands absents et gros pollueurs que sont la Chine et la Russie. Eric Adams est devenu hier le second maire africain-américain de l'histoire de New York. L'ancien policier et syndicaliste antiraciste a remporté mardi haut la main la mairie de la mégapole américaine. Un parcours hors du commun pour cet enfant d'une famille pauvre qui a flirté avec la criminalité. Avec 70% des suffrages, le démocrate de 61 ans a écrasé comme prévu son rival républicain Curtis Sliwa, 67 ans, qui a obtenu environ 23% selon les premiers résultats du bureau des élections de la ville. Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie a remporté ce scrutin considéré comme un test pour les démocrates et pour le président Joe Biden, selon des résultats diffusés à la télévision américaine ce mercredi. Glenn Youngkin, un homme d'affaires de 54 ans, sans expérience politique, l'a remporté de peu avec 2,7 points d'avance face à Terry McAuliffe, 64 ans et ancien gouverneur du même État. En revanche, lutte serrée au New Jersey entre le gouverneur sortant, le démocrate Phil Murphy, et le républicain modéré Jack Ciattarelli. Quelques 28 millions d'enfants âgés de 5 à 11 ans sont désormais éligibles pour recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 aux États-Unis, une nouvelle étape de la campagne de vaccination qui était très attendue par de nombreux parents. Et puis en Afghanistan, le chef des forces militaires talibanes à Kaboul, Abdullah Mokhlis, figure parmi les victimes de l'attentat mené mardi par le groupe État islamique contre
l'hôpital militaire de la capitale afghane, a-t-on appris mercredi de sources officielles. La Minute Éco, Nanit Talani. La Côte d'Ivoire, leader mondial de la noix de cajou, va se doter de 3 nouvelles usines pour tripler sa capacité de transformation de la noix brute dès 2022. Les sites agro-industriels de Brobo, Yamoussoukro et Bondoukou vont transformer près de 300 000 tonnes par an à partir de l'an prochain, selon le Conseil Coton Anacarde qui gère la filière. Ces unités installées feront passer de 10 à 40% le taux de transformation locale. Le FMI est parvenu à un nouvel accord d'aide de 278,5 millions de dollars avec le Niger sur un programme de réforme économique. Ce plan pourrait soutenir une croissance plus élevée et plus inclusive, contribuant à faire face aux difficultés, notamment en matière de développement économique et de sécurité. L'accord est soumis à l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI, dont la réunion est prévue en décembre. En RDC, les 6 sociétés minières chinoises accusées d'opérer dans l'illégalité dans le sud Kivu et suspendues en août par les autorités provinciales attendent toujours de reprendre leurs activités. Leur avenir est suspendu aux conclusions d'une commission d'enquête parlementaire et à la décision du ministère des Mines. Nous sommes confiants, on va rebondir. Nous serons un projet pilote dans la traçabilité de l'or, assure Rudy Cornet, consultant pour l'une des sociétés. Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour à tous. 6e étape aujourd'hui du Tour cycliste international du Faso qui se poursuit au Burkina. Ça se passe entre Nagringo et Tinkodogo, 153,3 km. Les maillots jaunes et verts restent sur les épaules du Belge Wouters Rutger et le maillot des sprints intermédiaires est toujours endossé par l'Algérien Hamza Yassine. Le premier Burkinabé, Koné Souleymane, compte 24 secondes de retard sur le maillot jaune. Football, suite ce soir des matchs de la 4e journée de la Ligue des Champions en Europe. Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keïta veut valider sa qualification pour les 8e de finale en cas de succès contre l'Atlético Madrid, tout comme l'Ajax Amsterdam qui se déplace à Dortmund. Manchester City aborde en grand favori son match contre Bruges. Pour le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye, le déplacement à Leipzig rappelle le mauvais souvenir d'une défaite en novembre 2020, 2-1. Besiktas fait face au Sporting Portugal, leader surprise du groupe D. Le Sheriff Tiraspol affronte l'Inter Milan. Le Real Madrid aborde en position de force son match contre le Shakhtar Donetsk. Hier, la Juventus s'est imposée contre le Zénith Saint-Pétersbourg 4-2 à Turin et s'est qualifiée pour les 8e de finale ayant fait un carton plein avec 12 points pris sur 12 possibles. Devant Chelsea, 2e avec 9 points après son succès sur Malmö 1-0. Qualification également pour le Bayern Munich du Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting après sa victoire contre Benfica 5-2. Le FC Barcelone a battu le Dynamo Kiev 1-0, 2-1 pour Lille devant le Séville FC, 2-2 entre Manchester United et l'Atalanta Bergame, avec un doublé du meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, qui totalise désormais 139 réalisations. Le club anglais de Tottenham a annoncé la nomination de l'Italien Antonio Conte au poste d'entraîneur avec un contrat courant jusqu'en 2023. Lundi, au lendemain d'une défaite 3-0 à domicile contre Manchester United, les Londoniens, 8e du championnat, ont limogé le Portugais Nuno Espirito Santo. Après quelques mois en poste seulement, l'Italien aura la tâche d'essayer de réveiller une équipe trop souvent apathique depuis près de 2 ans et le départ de l'Argentin Mauricio Pochettino. Michel Platini et l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, ont été mis en accusation en Suisse pour plusieurs délits, dont escroquerie. C'est dans l'affaire de paiement suspect qui les a placés depuis 2015 au banc du football mondial, a annoncé le parquet. Les 2 anciens dirigeants sont aussi poursuivis pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Ils sont accusés d'avoir illicitement arrangé un paiement de 1,8 million d'euros de la FIFA en faveur de Michel Platini, écrit le parquet confédéral. On finit avec du basketball. Idrissa, avec vous, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Les Lakers et Houston 119 à 117, Phoenix et la Nouvelle-Orléans 112 à 100, Utah et Sacramento 119 à 113, Miami et Dallas 125 à 110, Milwaukee et Détroit 117 à 89. Le monde aujourd'hui. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, plusieurs banques sont fermées depuis la semaine dernière. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, le SINABEF, exige la satisfaction de 13 points de revendication dont la réintégration des employés licenciés. Ce mot d'ordre de grève n'est pas suivi par certaines banques, mais plusieurs services sont paralysés et les clients ne parviennent pas à retirer leur argent. Le point de la situation avec Mariam Kouyaté, notre correspondante à Bamako. Après 3 jours d'arrêt de travail la semaine dernière, plusieurs banques sont de nouveau fermées depuis lundi pour 3 jours de grève. Amadou Noba, secrétaire général du syndicat national des banques et établissements financiers, le SINABEF. Il s'agit également des cas d'injustice, tels que le cas des pompistes. Ces pompistes qui travaillent des années, qui n'ont même pas de contrat de travail. Le départ sans condition du DG de la BDM. Une autre situation injuste, c'est le cas des prestataires de services. Parfois, ils travaillent même plus, mais sans avantage. Nous avons dit que c'est une situation injuste. Il y a des cas d'abus, notamment à la BDM. Si les négociations n'aboutissent pas, il n'y aura même pas de compensation. Ce débrayage a paralysé les activités de plusieurs services dans le pays. Les clients se plaignent en cette fin de mois car ils ne parviennent pas à retirer de l'argent pour assurer le quotidien. Ce client, Amadou Touré, était venu pour un retrait, mais il a été surpris de voir sa banque fermée. Quand je suis venu, malheureusement, j'étais surpris de voir que la banque était fermée. Ça va quand même faire un certain désagrément au niveau des familles. S'il n'y a pas d'argent, rien ne va. Bon, vraiment, c'est vraiment malheureux. Pour d'autres clients, vu le contexte actuel du pays, le dialogue doit être privilégié. Paralyser les services ne feront qu'affaiblir davantage le pays, nous dit Amadou Doumbia. En ce qui me concerne personnellement, la grève, ça a été un moment vraiment difficile pour les Maliens. Je pense qu'on devait revoir d'autres positions, même en privilégiant le dialogue. Si certains ont des soucis pour entrer en possession de leur argent, d'autres qui sont détenteurs des cartes magnétiques parviennent quand même à faire des retraits. C'est le cas de Idrissa Diallo. Le guichet automatique fonctionne parce que je viens de faire des opérations de retrait. De mon niveau, quand il s'agit des opérations de retrait qui a marché pour moi, je pense que là, il y a un service qui fonctionne malgré la grève des agents de la banque. Il faut le noter, plusieurs syndicats comme celui de la Banque de développement du Mali, de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie au Mali et la Bank of Africa se sont désolidarisés de ce mouvement. Ces syndicats voient en cette grève une violation des tests et pensent qu'elle n'est pas opportune dans le contexte actuel du pays. Pour l'instant, aucun compromis n'a été trouvé avec le ministère de tutelle. Maintenant, la SINABEF menace d'enclencher une grève illimitée si ces doléances ne sont pas satisfaites. Mariam Kouyaté, Bamako, VOA Afrique. Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM. En République centrafricaine, l'opposition annonce son retrait du comité préparatoire du dialogue républicain, décision motivée par la relance d'une procédure de levée de l'immunité de 3 députés de l'opposition par le chef du Parlement. Ce retrait a poussé l'Assemblée nationale à faire machine arrière, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
L'annonce du retrait de l'opposition du comité préparatoire du dialogue républicain survient comme un électrochoc alors que les préparatifs sont sur la dernière ligne droite. Siriak Gonda, président de la coalition de l'opposition démocratique, la CO2 2020. Ce qui a motivé notre sortie aujourd'hui, c'est cette résurrection malheureuse de la procédure de levée d'immunité de nos députés, les députés de l'opposition, par le président de l'Assemblée nationale. Pourtant, nous pensons que cette procédure-là était jugée inopportune. Il a été dit clairement qu'il faut des mesures de décrispation. L'annonce a vite suscité des réactions. Paul Cresson-Beninga, rapporteur général du comité préparatoire du dialogue républicain, pense qu'il faut donner une chance à ce énième dialogue. J'en appelle à la sagesse de tout et chacun et j'invite le président de l'Assemblée nationale à suspendre cette initiative qui est aujourd'hui manifestement une initiative chrysogène. J'en appelle également au leadership du médiateur de la République qui doit se saisir de cette question afin effectivement de faire revenir dans ce processus-là les forces politiques de l'opposition. Le dialogue n'a de sens que si toutes les forces vives de la nation se réunissent autour d'une table. Donc nous avons besoin de toutes les forces vives de la nation pour ce dialogue-là. Les associations des victimes se disent inquiètes. Francine Demadé est coordonnatrice de la plateforme des organisations des victimes au Centrafrique. Mais c'est avec tristesse que j'ai appris les opposants et bien d'autres qui sont en train de quitter ce processus-là et du coup c'est un déséquilibre total. Les victimes continuent de voir le jour, alors nous ne voulons pas que ça continue ainsi. Face à cette montée de tension, le médiateur de la République, El Hadj Moussa Lourangon Baba, appelle au consensus. Le dialogue, c'est la seule issue pour le retour de la paix dans notre pays. Depuis la mise en place du comité d'organisation, les travaux se déroulent avec la grande satisfaction de chaque membre, dont compris les représentants de l'opposition démocratique, de l'opposition co-devant. Donc nous leur demandons de préserver toujours cet esprit, de préserver les acquis de ce comité jusqu'aujourd'hui et de faire en sorte que le dialogue continue pour aboutir à un résultat. L'Assemblée nationale confrontée à des critiques fait machine arrière. Son président Simplice Mathieu Sarandi annonce la suspension de la procédure contestée. Dans l'intérêt supérieur de la paix, après avis du bureau de l'Assemblée nationale, je décide ce jour de retirer la note demandant au président des groupes parlementaires de faire parvenir au bureau de l'Assemblée nationale les noms de leurs représentants devant siéger à la commission ad hoc. Le dialogue républicain est initié par le président Faustin Archange Touadéra à la suite de la crise sécuritaire née en marge des dernières élections présidentielles et législatives. Un pourparler qui devrait proposer des pistes de sortie de crise et il se fera sans les groupes armés. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique. Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM. À la COP26 à Glasgow, en Écosse, les scientifiques mettent en garde les dirigeants mondiaux contre les conséquences d'un refus d'accepter des réductions très importantes des émissions de gaz à effet de serre. Selon eux, cela peut conduire à une situation catastrophique irréversible. De Glasgow, Henry Ridgewell de la VOA indique que les espoirs d'un nouvel accord sur le climat sont très minces. Le récit est de Yakuba Ouedraogo. Les salles de conférence de Glasgow sont officiellement le territoire des Nations Unies pour les 2 prochaines semaines. Les dirigeants mondiaux se succèdent à la tribune pour tenter de sauver la planète. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné le ton. Assez de nous tuer comme du carbone, assez de traiter la nature comme des toilettes, assez de brûler, de forer et d'exploiter notre chemin plus profondément. Nous creusons nos propres tombes. Cet avertissement sera-t-il entendu? Plus de 120 dirigeants mondiaux sont présents à Glasgow, certains défendant leur bilan en matière de climat, d'autres présentant de nouveaux engagements pour réduire les émissions. L'Inde est le 3e plus gros pollueur au monde. Les espoirs étaient grands que le Premier ministre Narendra Modi présenterait de nouveaux plans pour réduire les émissions. D'ici 2070, l'Inde atteindra l'objectif de 0 émission nette. Cette date, c'est 20 ans plus tard que l'objectif des Nations Unies de 2050, une déception majeure pour de nombreux militants pour le climat. L'objectif du sommet n'est pas seulement de faire des promesses sur scène,
mais aussi d'évoquer les absences majeures. Le président chinois Xi Jinping, de loin le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde, n'est pas présent. Il a offert une déclaration écrite et n'a fait aucune nouvelle promesse significative de réduire les émissions. Manuel Pulgar Vidal, responsable du climat au Fonds mondial pour la nature. Cela pourrait être probablement parce qu'ils n'ont pas grand-chose à offrir et ils préfèrent probablement éviter la pression d'être dans une COP. Cela pourrait être la réalité. Le président russe Vladimir Poutine, 4e émetteur mondial de gaz à effet de serre, est aussi absent. Chez les militants pour le climat, la déception est déjà palpable. C'est le cas de Greta Thunberg, la jeune défenseur du climat. Cette COP26 est pour l'instant à l'image des COP précédentes et cela ne nous a mené nulle part. Ils ne nous ont mené nulle part. Mais d'autres disent que la COP26 ne devrait pas être annulée. Manuel Pulgar Vidal, responsable du climat au Fonds mondial pour la nature. Avoir enfin une vision collective du monde dont personne ne doute ni ne remet en cause, je pense que c'est une bonne chose. Mais maintenant, nous devons avoir des actions plus claires, non seulement des cibles, mais aussi des actions plus claires. Sommet après sommet, les dirigeants mondiaux ont promis des objectifs ambitieux de réduction des émissions. Le message ici est qu'il est temps de transformer ces promesses en politique concrète. Les dessins animés occupent une place importante dans l'éveil de beaucoup d'enfants dans le monde, mais face à la rareté de programmes de ce genre dédiés aux enfants noirs, la Camerounaise Ornella Cindy Eboko a voulu changer la donne. Au micro d'Arzuma Compaoré, cette professionnelle de la communication, titulaire d'une licence en économie de gestion de l'université de Bangor, nous parle des raisons qui l'ont poussée à s'intéresser à l'industrie du dessin animé. Ornella Cindy Eboko est une jeune maman de 28 ans vivant en Angleterre, exerçant dans le domaine de l'animation et passionnée de dessin animé. Je me suis lancée dans le domaine de l'animation après avoir connu la maternité. J'ai commencé à montrer des dessins animés à ma fille et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y a pas assez de représentation noire dans les dessins animés. Étant très spontanée et créative, je me suis vite lancée sur Internet, j'ai fait des recherches. Comment est-ce qu'on monte des dessins animés? Et c'est comme ça que je me retrouve dans cette industrie aujourd'hui. L'aventure de Frika Kids TV a commencé en fin 2019. J'ai eu un animateur qui m'aidait, j'ai eu une amie aussi qui m'aidait avec les petites chansons et moi-même qui faisais les voix et qui écrivait les scénarios. Donc, c'est avec le temps que beaucoup de personnes m'ont rejoint dans cette aventure et voilà, on forme la petite famille de Frika Kids aujourd'hui. Frika Kids s'adresse à des enfants je vais dire de 0, parce qu'il y a des épisodes qui sont vraiment pour les tout petits enfants, de 0 à 7 ans. Les personnages principaux sont Jojo et Foufoulou. Jojo et Foufoulou qui sont deux personnages qui se baladent à travers l'Afrique, qui enseignent, qui montrent aux enfants les beautés, les richesses que le continent africain a, quoi. Si on va en Afrique, on demande aux enfants où est-ce que tu rêves d'aller, qu'est-ce que tu rêves de voir, tous vont nous dire je rêve de voir la Tour Eiffel. C'est bien beau de vouloir voir la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, tout ça. Mais pourquoi est-ce que tu ne rêves pas de voir ce qui se trouve chez toi? C'est pas de sa faute, c'est parce qu'il n'est pas au courant des richesses qui sont chez lui. J'ai fait par exemple un épisode où Jojo et Foufoulou faisaient le tour de l'Afrique. Ils sont allés au Sénégal, ils ont vu le monument de la Renaissance, ils sont allés au Gabon, ils ont vu la baie des Tortues Luttes. C'est pour moi le moyen de faire rêver l'enfant, de découvrir son continent. Donc c'est un peu ce que je fais. Et aussi, de l'autre côté, je fais des épisodes aussi en langue africaine. J'apprends aux enfants, dans certains épisodes, à parler certaines langues africaines.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Mohamedou Houmfa. Georges Léonard Sagno était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.